Et donc, on a monté un atelier pour, définir finalement quel est le cadre un peu d'une analyse, comment on s'assure avant de se lancer, qu'on a les bons éléments en tête. Et après, quelles sont les grandes étapes clés d'une analyse. La première phase qui était vraiment critique, c'est en amont finalement de l'analyse, c'est de s'assurer de la bonne compréhension du contexte et des enjeux. Parce que la personne qui va faire une demande à une équipe data a une vision très précise en tête, mais va pas forcément l'exprimer de la bonne façon. Et à la fin, la vraie volonté qu'on a dans une équipe data, c'est qu'on va analyser, nos comptes rendus soient actionnables. Aujourd'hui, je reçois Jean-Nicolas, qui est Team Lead Data Analyst chez Welcome to the Jungle. Il va nous parler de son parcours, de ses chantiers, et surtout, il va nous parler également de la méthodologie qu'ils ont mis en place chez Welcome pour réaliser des analyses data. Hello Jean-Nicolas, ça va ? Bonjour Robin, ça va très bien et toi ? Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Moi aussi, je suis ravi d'être là, merci beaucoup pour l'invitation. Tu peux nous rappeler ce que fait Welcome du coup dans les grandes lignes, même si je pense que tout le monde connaît bien sûr la plateforme. Du coup, pour rappeler un peu, parce qu'en plus on s'est recentralisé vraiment sur notre cœur de métier historique, l'idée c'est de finalement casser un peu les barrières très institutionnelles entre un candidat et une entreprise. Et donc en fait, on va proposer 2 grands axes. Le premier, c'est d'aider nos clients, les entreprises, à finalement montrer qui ils sont réellement au-delà des grandes vitrines institutionnelles, discours très marketing, pour venir s'adresser aux candidats et vraiment expliquer finalement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font et quels sont les collaborateurs à la base un peu des entreprises. C'est un peu finalement page profil qu'on pourrait avoir nous sur nos propres réseaux sociaux. Là, on fait l'image de l'entreprise. Et puis après, on s'adresse aussi à tous nos candidats pour qu'ils puissent finalement trouver l'entreprise, la tribu un peu qui leur correspond. Et l'idée, c'est que du coup, on va les nourrir énormément de contenu inspirationnel avec toute une équipe journalistique qui travaille sur des sujets de fond. Et en même temps, on les aide à trouver l'emploi qui va leur correspondre au quotidien. En termes de contenu, de culture, et c'est vrai que c'est tellement dans l'air du temps parce que maintenant les gens accordent de plus en plus d'importance. Enfin, c'était déjà le cas avant, mais je pense que ça l'est beaucoup plus aujourd'hui à la culture de l'entreprise, à l'équipe qu'on va rejoindre de manière générale. Donc ça fait totalement sens d'avoir un contenu détaillé sur ces sujets. Ça, on sent qu'aujourd'hui, chez les candidats, et ça concerne tout le monde, c'est qu'on cherche une mission qui va faire du sens pour nous, indépendamment peut-être uniquement du métier en tant que tel. On va chercher une entreprise qui va incarner ses valeurs et on a besoin de s'en rendre compte avant de rejoindre l'entreprise. Tu peux nous repartager peut-être quelques éléments actuels sur la croissance, les chiffres, le nombre de clients. Je ne sais pas quels sont les KPI que vous monitorez. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est 5000 clients. On est à 25 millions de visiteurs en 2022. Ok. Donc ce qui représente quasiment 3 millions de visiteurs uniques par mois. Et en parallèle aussi, là, on est dans une grosse phase de croissance, parce qu'on vient de lever du coup 50 millions. Ouais, j'ai vu passer ça. Et l'idée, c'est de renforcer nos produits autour de la marque employeur, et aussi du service qu'on propose à nos clients, et en même temps de s'ouvrir à l'international avec pour objectif de lancer les États-Unis d'ici la fin de l'année. Comment tu t'es retrouvé Team Lead Data Analyst, toi, chez Welcome ? Je pense que c'est parcours un peu atypique, dans le sens où, sorti d'école d'ingé, j'ai commencé en finance, où j'ai fait finalement 7 ans finance de marché sur de l'analyse de risque et de la gestion de portefeuille. Donc c'était vraiment ce qu'on peut voir un peu, on va dire, dans les films, la personne qui va investir sur les marchés financiers. Et besoin, justement, cette quête un peu de sens, d'aller trouver quelque chose qui me parlait plus, peut-être plus terre à terre, où finalement l'impact était plus fort dans ce que je pouvais faire. Et c'est là où, en me recentrant, je me suis dit, c'est la data finalement, ce qui me parle plus au quotidien, qui était déjà présente, mais sur un aspect purement financier. Et c'est comme ça que j'ai fini par, en me renseignant dans cette reconversion, finalement, je me renseignais sur Welcome, et il se trouve qu'ils avaient un poste disponible à ce moment-là, et c'est comme ça que ça a commencé. C'était il y a 4 ans. Je suis arrivé en T2 dans l'équipe data. Et aujourd'hui, l'équipe est composée de 13 personnes avec tous les métiers, data engineer, analytics engineer, data scientist et data analyst. Quels sont vos plus grands chantiers sur la partie analytics chez Welcome ? On a un chantier, on va dire, très classique dans toute entreprise qu'on va renommer autour du self-service. Donc, c'est comment finalement on permet aux utilisateurs de s'approprier la donnée, d'être plus autonomes et du coup de répondre un peu à ces petites questions du quotidien qui, en soi, apportent pas une valeur peut-être énorme en termes d'action sur une stratégie business, mais par contre vont nourrir la réflexion de tout à chacun. Et quand on demande à un data analyst qui peut aller beaucoup plus loin d'aller chercher ces petits chiffres, en fait, on perd énormément de temps alors qu'on pourrait l'utiliser sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. Et donc, du coup, le but, c'est d'accompagner toute la partie produit et d'avoir des relais aussi dans d'autres équipes plus métiers, type business, marketing, médias,
pour qu'ils aient finalement un utilisateur un peu dédié sur lequel on va le former et l'accompagner pour qu'il soit plus autonome. Ça, c'est un des grands enjeux, mais qui dure déjà depuis quelques années. Donc, on avance progressivement là-dessus, justement sur cette histoire d'éducation, s'assurer que les gens comprennent vraiment ce qu'ils font et ce qu'ils ont dans les mains. Et en parallèle de ça, on a tout de l'accompagnement autour du produit et de l'expérience utilisateur, que ce soit côté candidat, mais aussi côté recruteur. Donc là, on accompagne de plus en plus le produit là-dessus. Et en parallèle, côté data analyse, on mène des grands chantiers où le but, c'est de faire des analyses de fond, où là, finalement, on n'est pas en réaction à une demande, mais c'est plus nous qui allons être honneurs, finalement, d'un sujet, en disant, bah là, on sent qu'il y a de la valeur, faut qu'on prenne du temps. Du coup, on va dédier à peu près 20-25% finalement du temps d'un data analyst sur ces sujets un peu fil rouge. Bah, justement, c'était un petit peu l'objet aussi de cet épisode. Je l'ai introduit au départ, donc de faire un zoom sur voilà, cette méthodologie que vous avez pour réaliser ces analyses. Peut-être avant de rentrer dans justement l'aspect méthodologique, est-ce que tu peux nous donner un exemple d'analyse que vous avez menée pour qu'on visualise bien de quoi on parle? Pour reprendre justement l'histoire autour du parcours utilisateur qu'on avait chez nous. Historiquement, bon, on a pas mal évolué sur notre stack technique. Du coup, ce qu'on utilisait avant, ça va être du Google Analytics en version gratuite, et donc on n'a pas forcément toute la granularité d'analyse qu'on voudrait faire. Typiquement, suivre un utilisateur précis autour de différentes visites, ce qu'il va faire exactement, ça peut être assez compliqué en version gratuite en tout cas. Et donc l'idée, c'était d'aller plus finement se reposer ces questions de fond où finalement notre audience, on la connaît, l'entreprise, on a déjà pas mal d'intuition, mais finalement, c'est quoi le sous-jacent, la base, un peu vraiment le vrai chiffre. Donc on s'est posé cette question-là pour bien comprendre nos candidats, nos utilisateurs. Est-ce qu'ils sont tous candidats? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils consomment? Et est-ce que nos grandes convictions, finalement, se retrouvent dans de la donnée? On avait une conviction très forte, c'était que, bah, justement, on nourrit le média pour venir nourrir nos candidats. Mais finalement, on n'avait pas forcément de chiffres précis pour montrer qu'un candidat consommait le média. Donc on a voulu reposer un peu ça, et donc on a itéré plusieurs fois dessus. La première, ça a été finalement les premiers enseignements, ça a été de se dire, bah, que ces ponts, déjà, dans le produit, n'existent pas tant que ça, et finalement pas tant utilisés au niveau d'une simple visite, et qu'on avait une typologie d'utilisateurs. Finalement, le grand enseignement, c'était une visite, un usage. Comme nous, quand on va faire quelque chose, finalement, l'être humain est assez monotâche. Et donc, dire: «Je vais faire la cuisine», mais faire la cuisine et regarder un film, généralement, on fait pas les 2 très bien. Donc on va plutôt vouloir séparer les 2 usages différents. Ouais, peut-être, je reprécise juste un élément, c'est qu'effectivement, Welcome to the Jungle, tu dis un média parce que, bah, vous êtes ce qu'on appelle souvent un job board, dans une plateforme où on peut trouver des jobs comme ça. Cette partie-là de la fonctionnalité, il en existe plein d'autres, mais vous, une grosse spécificité, c'est que vous créez énormément de contenu, du contenu sur les entreprises, mais aussi du contenu sur le business de manière générale pour accompagner les professionnels, en fait, un peu dans leur développement de carrière, et cetera. Et donc là, ouais, tout l'enjeu, c'était de savoir un peu ces 2 facettes entre la plateforme qui permet de trouver un job et la plateforme qui permet de progresser dans son job ou de, je sais pas, faire sa veille business globale, et cetera. Est-ce voilà, à quel niveau c'est les ponts? Est-ce que finalement c'est 2 personnages complètement différents? Ou est-ce que c'est un même personnage, mais on est sur 2 moments de vie différents? Ce genre de choses. Ouais, l'exemple typique, c'est j'ai trouvé une offre d'emploi qui me plaît, je vais postuler, il faut que je fasse une lettre de motivation. Bah, du coup, est-ce que c'est à ce moment-là où le candidat va se renseigner sur l'article qui explique comment on fait une bonne lettre de motivation? Bah, finalement, pas tant que ça. Le candidat va plus nous dire: «OK, cette offre-là m'intéresse, je la mets de côté, et du coup, je vais en regarder une autre», et en final trier, et le lendemain, on va revenir en disant: «Allez, cette fois-ci, je vais commencer à candidater et là, je vais préparer». Donc à ce moment-là, il va se renseigner, et ça, bah, c'est le fait d'avoir une stack technique un peu plus avancée qui nous a permis de sonder et de mettre ces éléments-là en avant. Et donc on aurait pu vouloir augmenter les ponts, les petits endroits où on peut cliquer à droite à gauche pour forcer un peu ce lien. De toute façon, l'utilisateur finalement est pas intéressé ou sensible à ces. Par contre, faut l'accompagner sur tout le parcours global de sa vie d'utilisateur. Et tu as peut-être une illustration ou 2 justement de fonctionnalités que vous êtes allés ajouter à la feuille de route produit à la suite de cette analyse? Ou est-ce que c'est plutôt comme tu le dis, juste vous vous êtes en tout cas dit: «OK, on va pas faire un certain nombre de fonctionnalités qui étaient les ponts entre les 2». Je sais pas si tu as des éléments là-dessus? On a justement limité les ponts qu'on voulait forcer à certains endroits. D'autres, on a montré qu'ils n'étaient pas assez visibles. Donc ça a permis de reprioriser certains éléments. Et ce qu'on a pas mal poussé finalement, c'est l'expérience mobile. Et finalement, en creusant, il y en a une audience non négligeable qui va aussi postuler directement sur mobile, ce qui était assez surprenant. Et du coup, on s'est dit, bah, faut-il développer une application mobile qui va engendrer, bah, faut de la connaissance en interne,
Et du coup, avant d'aller là-dessus, pour aujourd'hui, on a priorisé l'expérience mobile au sein de chaque développement pour s'assurer que même la partie offre d'emploi répond bien, que c'est possible de postuler en facilitant l'expérience. Tu peux maintenant nous expliquer justement cet axe un peu plus méthodologique. Comment vous vous y êtes pris? Est-ce que vous avez un framework bien spécifique lorsque vous menez ce type d'analyse? Bah, on s'était posé la question, parce qu'aujourd'hui, finalement, côté data analyst, il y a pas de vraie méthodologie. On va chacun développer sa propre méthodologie plus basée sur l'expérience. Et en discutant lors d'un meet-up data, on s'est retrouvé avec Guy Guillemette de Getaround à avoir ces mêmes problématiques. Et du coup, on a monté finalement un atelier avec nos deux équipes pour arriver à bâtir finalement un framework commun. En disant, on n'est pas sur des métiers, on est sur le même métier, mais pas sur le même business, mais on a les mêmes problématiques de fond. Et donc on a monté un atelier pour définir finalement quel est le cadre un peu d'une analyse, comment on s'assure avant de se lancer, qu'on a les bons éléments en tête et après, quelles sont finalement les grandes étapes, clés, d'une analyse. Et là, l'idée, c'était que toutes ces informations viennent finalement de chaque collaborateur et pas que ce soit impulsé par, nous managers où finalement on aurait limité un peu le débat. Je sais pas si tu les as en tête, les grandes étapes, sans forcément rentrer trop dans le micro, mais un peu le framework, type comme ça l'audience pourra un peu confronter avec ce qu'ils font au quotidien. La première phase qui était vraiment critique, c'est, en amont finalement de l'analyse, c'est de s'assurer de la bonne compréhension du contexte et des enjeux. Parce que la personne qui va faire une demande à une équipe data a une vision très précise en tête, mais va pas forcément l'exprimer de la bonne façon. Et donc, c'est à nous et c'est notre rôle de s'assurer qu'on a bien compris et que la destination est claire. Finalement, l'objectif final, on avait pris l'exemple d'un voyage en disant: «On veut viser Bora Bora». Très bien, mais si la personne nous a pas dit qu'elle voulait absolument y aller en bateau, on peut faire le meilleur parcours en avion, ça ne répondra pas finalement à l'objectif. Et donc c'était de travailler, tout ça, de bien poser le contexte et de s'assurer, avant de commencer, qu'on était au clair sur quel est l'objectif, dans combien de temps on a besoin, quel est, vraiment le contexte et comment c'est actionnable. Et après sur l'analyse en tant que telle, il y avait vraiment le fait de dégrossir, l'actuel, de nos données finalement, parce qu'avant de se lancer, il y a peut-être des biais qu'on n'a pas tous en tête. Donc c'est comment on fait un peu c'est un peu l'audit, l'état, général un peu, avant de se lancer dans l'analyse et après de bien comprendre, quels sont nos biais, où est-ce qu'on va avoir des problèmes et d'itérer progressivement et pas attendre le dernier jour après, 3 mois d'analyse pour, venir voir, le stakeholder et me dire: «Bah, voilà ce que j'ai fait, est-ce que ça match à ce qu'on s'était dit?» Parce que souvent, il va y avoir des évolutions dans les attentes et nous, on va se rendre compte de, ce qu'on voulait faire finalement, il y a peut-être d'autres sujets intéressants à aller creuser qui pourraient être plus actionnables, plus de recommandations. Le but, c'est vraiment d'itérer main dans la main sur les méthodologies agiles finalement de gestion de projet et à la fin, la vraie volonté qu'on a dans une équipe data, c'est que ce qu'on va analyser, nos comptes rendus finalement soient actionnables. Donc il faut qu'on, se force à émettre des recommandations, potentiellement qui verront pas le jour, mais ça permet aussi de venir nourrir le produit avec un œil très analytique, très carré, pour venir nourrir des décisions qui seront plus sur de l'intuition et justement le mix des 2 fait qu'on peut permettre d'aller plus loin et peut-être, plus fort. OK, donc si j'essaye de récapituler pour voir si j'ai bien compris la leçon, c'est, refaire une vraie passe sur le contexte, s'assurer qu'on a bien compris, le besoin, ensuite la data, audit, vérifier qu'on a ce qu'il faut, quels sont les biais, est-ce qu'on va manquer de données? Ça pourrait introduire un biais parce qu'on a de la donnée pas assez qualitative, des choses comme ça. Puis le plus vite possible, confrontation auprès de la personne pour qui on délivre. Comme ça permet d'itérer rapidement et de venir valider aussi si les éléments de contexte de départ étaient bien compris. Et donc là, on peut itérer un moment comme ça déjà, juste pour s'assurer qu'on va dans la bonne trajectoire de l'analyse. Et puis après, ce que tu disais, ça, c'est une bonne pratique, effectivement, analytics, dont on a déjà parlé plusieurs fois sur ce podcast. C'est que de plus en plus, les équipes internes attendent des analystes, des recommandations actionnables et pas juste une analyse data. Ce qui était marrant, c'est justement sur les premières un peu recommandations ou conclusions d'analyse, on remarque qu'on a ce biais, analytique finalement, où quand c'est pas 100 on peut pas dire, voilà, il se passe vraiment ça et donc ça fait des phrases alambiquées où il y a plein de peut-être, de potentiellement que, peut-être qu'on pourrait en déduire et en fait, non, on va dire le produit, le business, ils ont besoin d'avancer et il faut assumer finalement cette part d'approximation pour aller dans une direction commune et pas se mettre en disant: «Ah non, nous on prend pas de responsabilité, à vous de trancher, c'était 99,9 mais Oui. c'est pas 100 quoi». Quels sont les plus gros challenges que tu as rencontrés ou justement que vous rencontrez dans le cadre de ce type d'analyse, selon toi? Sur ces analyses un peu de fond finalement qu'on initie, côté data, c'est justement il y a pas de
C'est nous qui nous fixons notre propre objectif. À la première itération, on n'a pas un utilisateur, que ce soit côté produit ou business, qui nous demande quelque chose. Donc on n'a pas finalement ce cycle d'itération, en tout cas pour commencer. Donc c'est à nous de poser justement bien ce cadre et de partir à la découverte. Et surtout de se tenir un peu, parce que rapidement, on se laisse alpaguer par la donnée, c'est hyper intéressant, tout est intéressant, mais au bout d'un moment, si on trouve, qu'il y a 5 utilisateurs, sur 25 millions qui ont fait quelque chose, OK, mais on va pas en faire grand-chose. Donc ça, c'est le premier point un peu de difficulté, c'est de s'y tenir et vu que personne nous attend, c'est, dans quel délai on délivre finalement quelque chose qui a de la valeur. Et après le dernier point, c'est quand on commence à présenter, nos résultats avec les recommandations, vu qu'on n'avait pas de vraies demandes en face, c'est comment on embarque finalement d'autres équipes, potentiellement plusieurs d'un coup, autour d'un même sujet qui est porté par l'équipe data, dont c'est pas forcément naturellement la responsabilité. Quelles sont les prochaines étapes pour data data chez Welcome? On a un enjeu de consolidation de notre stack, le fait qu'on soit passé sur cette fameuse moderne data stack, en 2022. Bon, c'est, consolider les bases, que ce soit côté, technique, modélisation, définition, documentation. Tous ces enjeux-là qui sont, hyper structurants pour une équipe, permettent d'avoir cette base, solide pour l'avenir. Et après côté, data, on a aussi des enjeux de personnalisation du parcours utilisateur. Donc là, qui va se baser justement sur toute cette connaissance qu'on a pu développer, mais c'est d'aller plus loin pour que chaque utilisateur ait une expérience qui lui soit plus, unique, plus propre, aussi bien côté candidat que recruteur. Là, on commence justement ces enjeux de recommandation d'offres, par exemple. Comment on peut le faire? Et du coup, je rebondis sur le premier enjeu dont tu as parlé autour de la stack. Je sais que parfois on me dit, c'est enfin, ça me manque parfois quand tu demandes pas, de présenter, la stack, parce que je le fais pas à chaque fois. J'ai pas envie que le podcast soit trop, name dropping, mais là, je me dis ça peut être l'occasion. Peut-être tu peux nous faire juste un petit tour d'horizon en 2 secondes de la stack que vous avez en place, très grande ligne quoi, high level design en 30 secondes. Un petit challenge que je te lance. 30 secondes, si tu veux la liste de tous les mots-clés, Non, juste entre la collecte et l'exposition, c'est juste histoire de savoir quels outils vous utilisez. Comme ça, s'il y en a qui se posent des questions sur ces outils, ils pourront, tu vois, éventuellement te contacter. sur tout ce qui est, on va dire, process, hein, on est sur, dbt et Airflow pour, orchestrer. Après sur la partie ingestion, on a nos propres connecteurs custom et on utilise, Fivetran, Rivery, pas mal pour, justement avoir ces connecteurs, spécialisés sur certaines apps. Après, toute la donnée aujourd'hui est stockée sur Snowflake avec une partie historique de tracking, avec, Snowplow du coup qui est sur Redshift. Donc un enjeu justement de migration pour tout centraliser au même endroit. Et après en termes de mise à disposition de données, on va être sur, 2 outils qui vont être Metabase, plus pour des enjeux très techniques internes, et sinon sur toute la partie plus, disposition large des équipes, on est sur Looker. OK, parfait. Ça, je n'en ai même pas dépassé 30 secondes. Écoute, on arrive sur les dernières questions. L'idée, c'est un peu question-réponse. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? J'ai voulu changer un peu sur aujourd'hui sur un peu la partie recommandation de contenu, pas partir forcément sur de la data. OK. L'idée c'est qu'aujourd'hui quand on accompagne des équipes, la partie management finalement est assez, très importante. L'humain, c'est chez Welcome, c'est quelque chose qu'on défend aussi au quotidien. Du coup, c'est un livre et newsletter, Dream Team, qui va répertorier plein de pratiques, d'exemples finalement de ce que énormément d'entreprises, toutes les tailles, peuvent faire. Et c'est assez, enrichissant sur des contenus qu'on peut essayer des rituels, essayer de mettre en place au sein d'équipe. Que ce soit sur de l'onboarding, de l'offboarding, de la gestion du one-to-one au quotidien, tous ces enjeux-là. OK, très pertinent pour n'importe, quel professionnel ou en tout cas un professionnel peut-être qui est en passe de devenir manager ou qui est déjà manager. Exactement. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? La data, aujourd'hui, c'est hyper stratégique. La stack, technique nous permet d'aller de plus en plus loin et donc on se retrouve avec, ce qu'on appelait les entreprises data driven, à l'époque où aujourd'hui, finalement, c'est plus qu'un mot, c'est vraiment, des actions. On se retrouve finalement central au cœur de l'entreprise et aujourd'hui, on voit bien que les, différentes équipes ont compris ce qu'on pouvait leur apporter et que on n'est pas là pour, venir empiéter sur leur travail ou prendre la main, on est vraiment des partenaires. Donc on se retrouve à travailler, à mettre plusieurs équipes autour de la table, notamment dans les petites structures où finalement c'est assez siloté. Naturellement, le business travaille de son côté, le produit travaille de son côté. Et côté data, on est les seuls à avoir cette vision d'ensemble qui vient mettre tout le monde sur la table. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? C'est le fait de commencer à deux en étant vraiment pour faire de la data analyse et finalement, il y a besoin de tout faire. C'est construire un peu cette stack et toute la partie finalement, les enjeux de modélisation. Donc c'est comment on collecte la donnée et qu'est-ce qu'on en fait, comment on la croise. C'est là où on apprend énormément, hein, aussi bien sur les enjeux finalement de modélisation, mais finalement quelle est la valeur de cette donnée, comment on la croise et comment on la rend la plus intelligible possible à la sortie. C'est là où
comprend plus en détail le mécanisme de la data, le fonctionnement et derrière comment on la restitue finalement le plus facilement possible. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est pas forcément que sur la partie management, mais c'est finalement d'arriver à prendre ses responsabilités. Tous, on a un cadre de travail et il faut arriver à déterminer c'est quoi notre zone d'action et notre zone un peu d'influence. Parce qu'on peut tous prendre nos décisions et notamment plus l'entreprise est petite, plus on est à même de prendre nos responsabilités. Il faut pas attendre qu'un N+1 un manager vienne tout valider. On a les mains pour le faire et c'est comme ça qu'on avancera plus vite. Faut pas avoir peur de se tromper, mais c'est comme ça qu'on grandit aussi. Bah écoute Jean-Nicolas, on arrive sur la fin. Merci beaucoup d'avoir partagé tous ces insights sur le podcast. Merci beaucoup Robin. Et je te dis à bientôt. À très bientôt.